Merci, monsieur. Président, dimanche, je suis juste rentré d'une visite en RDC. Je suis allé en RDC, au Rwanda, en République du Congo, au Burundi et en Ouganda. J'ai rencontré le président en RDC, le président en République du Congo, le président au Burundi et le président au Rwanda. Je suis parti encouragé de certaines manières et découragé d'autres manières, comme vous pouvez l'imaginer. Je sens qu'il y a un potentiel incroyable dans la région pour la paix et la sécurité et pour que les tueries et le bain de sang cessent. Les ressources là-bas sont juste énormes, des dizaines de milliers de milliards de dollars en ressources. Vous savez, la RDC pourrait être l'un des pays les plus riches de la planète entière. Mais je crois que certaines choses doivent se produire. Et je ne sais pas exactement quelle est la solution pour y parvenir. Je pense que, vous savez, pour que cela existe, l'Est de la RDC doit être une zone où tout le monde a un intérêt dans la sécurité et la sûreté. Et la capacité pour les entreprises étrangères de venir et d'investir dans la région. Et quand je dis tout le monde, je veux dire la RDC, je veux dire le Burundi, je veux dire l'Ouganda et le Rwanda. Tout le monde qui est là, nous savons tous en ce moment que l'Est de la RDC est une zone complètement ingouvernée. C'est comme le Far West, n'est-ce pas? Et je crois vraiment que le gouvernement à Kinshasa n'a actuellement pas la capacité de contrôler cette zone. Ils n'ont pas les ressources ni la capacité de vraiment, disons, influencer ce qui s'y passe. Et ils deviennent, en fait, à mon avis, juste une autre entité là-bas qui essaie de profiter des ressources là-bas et de prendre ce qu'ils peuvent. Et tout le monde le fait. Nous le savons, n'est-ce pas? Nous savons que, vous savez, l'Ouganda, vous savez, importe des minéraux de là-bas. Le Rwanda le fait, le Burundi le fait. Tout le monde le fait. Et il n'y a vraiment rien là-bas pour les arrêter. Je pense que le gouvernement congolais doit faire quelque chose. Premièrement, ils doivent aborder un problème interne, n'est-ce pas? Il y a un grand nombre de personnes au Congo qui ne sont pas des citoyens congolais, qui ne sont pas traités comme des citoyens congolais, y compris la plupart des membres du M23, et ainsi de suite. Maintenant, vous savez, le M23 est un groupe rebelle, et vous savez, nous savons qu'il y a une influence là-bas, et il y a une composante des forces de défense rwandaises, vous savez, l'armée rwandaise. Mais honnêtement, le M23, avec ou sans le Rwanda en ce moment, est pratiquement incontesté dans la région. Ils font juste tout ce qu'ils veulent en ce moment, et l'armée congolaise ne riposte même pas en ce moment. En fait, ils fuient simplement devant le monsieur M23, ou dans certains cas, ils déposent leurs armes et rejoignent le M23. C'est ça. Donc je pense que le gouvernement congolais est dans une mauvaise position ici. Mais je crois, vous savez, que c'est un problème de longue date. Je comprends qu'il y a certaines personnes dans l'Est de la RDC qui ne sont pas reconnues comme citoyens congolais. Et c'est peut-être en partie parce que c'était le Rwanda, avant que les frontières ne soient redessinées il y a de nombreuses années. Et cela faisait partie du Rwanda. Mais je vous soumets qu'une grande partie de l'Ouganda faisait également. Partie du Rwanda. Et après avoir été redessiné, c'est maintenant l'Ouganda. Ces personnes ont été immédiatement assimilées et traitées comme des citoyens ougandais. Mais cela ne s'est pas produit en RDC. Et je pense que c'est une partie du problème. Je pense que cette question intérieure doit être abordée, que tout le monde dans la région, tout le monde dans le pays, doit être traité comme un citoyen congolais avec tous les droits et privilèges qui en découlent. Je pense que c'est une chose difficile à faire. Mais je pense qu'à un moment donné, la résistance armée du M23 ne va pas simplement déposer les armes et s'en aller. Je pense qu'ils sont une résistance armée. Il doit y avoir un effort d'une manière ou d'une autre pour les intégrer dans l'armée congolaise et leur faire sentir qu'ils sont des citoyens congolais qui protègent leur pays, pas ce qui se passe actuellement. Je pense que c'est l'un des problèmes. Je pense que l'autre problème est qu'ils ont le problème intérieur ou ils ont le problème international, évidemment, qui se concentre principalement en ce moment autour de la relation avec le Rwanda. Et je pense qu'il doit y avoir une capacité pour le Rwanda et le président. J'ai parlé à Kagame, j'ai parlé à Shikasheti, j'ai parlé à eux deux. Et je pense que l'un des plus gros problèmes en ce moment est qu'ils ne peuvent pas s'entendre personnellement. Et je pense qu'à un moment donné, les gens doivent mettre de côté leurs différences personnelles. Cela doit être une région bénéfique pour tout le monde, où chacun voit un profit et où tout le monde a une raison pour que ce soit une zone de stabilité, exactement. Et je pense que je ne connais pas la réponse à cela avec certitude, mais les pays voisins doivent bénéficier des minéraux qui se trouvent dans l'est de la RDC.
aussi. Que ce soit, ils ont une certaine capacité de raffinage et les minéraux sont extraits là-bas et raffinés ailleurs où il y a un raffinement. Il y a une capacité de raffinage en RDC, une capacité de raffinage au Rwanda. Tout le monde a la possibilité de gagner de l'argent avec ce qui se passe là-bas. Ensuite, je pense que tout le monde aura intérêt à s'assurer que c'est une zone sûre et sécurisée. Ils vont avoir besoin d'investissements étrangers pour venir. Ils vont avoir besoin que d'autres pays, entreprises veuillent venir et opérer là-bas. En ce moment, cela ne peut pas se produire car il n'y a pas le niveau de sécurité requis et il n'y a pas l'absence de corruption. Vous savez, il y aura un certain niveau de corruption partout où vous allez. Mais vous savez, quand j'étais là-bas, j'ai été choqué par le niveau de corruption là-bas. J'ai parlé à une entreprise suisse ce matin et ils m'ont dit que leur entreprise valait quelque chose comme 18 milliards de dollars. Et ils ont reçu une facture fiscale l'année dernière pour leur entreprise de 80 milliards de dollars, ce qui est ridicule. N'est-ce pas? Et donc ils ont protesté et ils ont réussi à la réduire à 1 milliard de dollars, ce qui est encore des centaines de fois plus que les bénéfices qu'ils réalisent dans l'année. Donc, ils sont imposés à un taux déraisonnable. Les pots de vin, évidemment, sont un gros problème. Les Chinois peuvent se permettre de payer les pots de vin où ils sont prêts à les payer. Et vous savez, nous, en tant qu'États-Unis, beaucoup de pays ne sont pas prêts à faire cela. Donc, ils finissent par pouvoir concurrencer sans concurrence. Il y a aussi un système judiciaire biaisé. Vous ne pouvez jamais être assuré que si vous allez là-bas et que vous avez un désaccord juridique, que le jugement sera équitable, vous savez, et qu'ils statueront en votre faveur si vous avez raison. Il y a des taux de change manipulés, il y a des amendes déraisonnables. Vous savez, il y a des preuves partout que les membres du gouvernement et leurs familles deviennent immensément riches grâce à ce qui se passe là-bas, tandis que la population y meurt de faim et, vous savez, vit dans un environnement horrible. Je pense que nous devons trouver un moyen de résoudre cela. Je pense que tant que cela n'arrivera pas, beaucoup de ces autres choses ne vont pas importer. Je ne connais pas la réponse à cela, mais j'aimerais avoir votre avis, chacun de vous. Pensez-vous que dans la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons, et évidemment, il y a d'autres problèmes aussi. Je veux juste mentionner aussi, juste pour le dossier, mais vous savez, il y en a certains. Ce n'est pas tout financier. Maintenant, moi, je pense qu'une grande partie est motivée par le bénéfice financier des minéraux là-bas, mais je pense qu'il y a aussi d'autres problèmes en jeu. Je pense que le Rwanda a une préoccupation légitime concernant le FDLR et la menace terroriste à leurs frontières également. Ils ont une industrie touristique qu'ils doivent protéger, qui se trouve dans la partie nord-ouest de leur pays. C'est vraiment juste à la frontière avec les centres de population là-bas. Si des mortiers et des roquettes commencent à tomber là-bas, il n'y a plus de tourisme. J'ai vu des cartes. Et vous savez cela parce que vous êtes de là-bas. Et vous savez, la ville de Goma, Est, elle est à la frontière et c'est une ville continue qui s'étend en RDC et il n'y a pas, vous savez, de différenciation. Donc, il doit y avoir un certain niveau de sécurité à cet égard également. Donc, nous devons trouver comment réunir ces gouvernements ensemble et proposer une manière raisonnable pour que tout le monde puisse profiter financièrement des partenariats là-bas, afin qu'ils veuillent tous voir un niveau de sûreté et de sécurité là-bas et que tout le monde se sente en sécurité parce que tout le monde combat aussi un type de groupe rebelle. Vous savez que ce soit l'ADF et le groupe islamique qui est, vous savez, avec lequel l'Ouganda est engagé, ou que ce soit, vous savez, le FDLR combattant pour, vous savez, surmonter, vous savez, le M23 combattant pour surmonter le FDLR et ainsi de suite. Mais ma question est, est-ce que vous, un à la fois, j'aimerais que vous me répondiez. Pensez-vous que le gouvernement actuel en RDC a la capacité de faire ce que je décris? Monsieur Angarmo, voulez-vous commencer? Merci, monsieur. Et sinon, que pensez-vous? Quelle est, selon vous, la réponse en termes brefs? Tout d'abord, merci beaucoup pour votre attention à cette crise en cours au Congo, dans la région. Et je vous suis très reconnaissant d'avoir attiré l'attention sur cette crise qui dure depuis plusieurs décennies maintenant. Et je me sens très chanceux, en particulier d'être aux États-Unis. Mais tout ce temps, je pense toujours à mes concitoyens, en particulier à Ngoma. Voici la chose. Quand je regarde ce problème, je pense à trouver une solution possible. Et laissez-moi utiliser une histoire. Quand j'étais à West Point il y a 10 ans, je dirigeais en fait un cadet. Et j'espère qu'il m'écoute. Nous nous entendions très bien en fait.
Nous étions en fait de bons amis. Donc, en d'autres termes, la paix est possible dans cette région. J'espère juste que les dirigeants, en particulier ceux de la RDC, comprennent que c'est possible. Et je suis vraiment d'accord avec tout ce que vous venez de soulever ici, monsieur. Il y a beaucoup de problèmes du côté de la RDC, mais en même temps, le côté de la RDC doit aussi comprendre les préoccupations rwandaises. Ce qui est vrai, absolument vrai. Si vous regardez les rapports de l'ONU qui sont sortis ces 4 dernières années, avec des preuves absolues, il y avait une collaboration entre les hauts responsables de la pharmacie et le FDLR. Je ne vais pas inventer cela. C'est dans le rapport de l'ONU. Pourquoi le gouvernement de la RDC a-t-il toléré cela? Maintenant, voyez les conséquences. D'un autre côté, à propos, par exemple, des ressources dans ces domaines, je pense qu'il y a beaucoup de mécanismes existants, économiques, politiques. Nous devons juste les renforcer pour qu'ils puissent apporter une stabilité régionale, par exemple, ce qui, je pense, est franchement l'une des meilleures choses qui soient. Si les pays de la région se concentrent réellement dessus avec les accords d'Addis Abeba, et gardez à l'esprit que les accords d'Addis Abeba sont venus juste après le M22. Encore une fois, simplement, ce sur quoi les pays de la région, en particulier le gouvernement de la RDC, devaient se concentrer, c'était la mise en œuvre des recommandations politiques qui figuraient dans cet accord, y compris le licenciement des corrompus, la mise en œuvre d'une bonne gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité. Mais ce que nous avons vu au cours des, disons, 10 dernières années, depuis que l'accord de désarmement a été signé, c'est vraiment peu de progrès. Maintenant, les gens peuvent argumenter que le président Felicity est arrivé, n'a pas eu beaucoup de temps, mais allons, vous savez, 70, je pense que c'est suffisant pour montrer quoi faire ou les limites de ce qu'ils peuvent faire. Mais j'aime penser que, en particulier, revenir à votre question. J'aime être optimiste, mais je ne vois aucun signe positif de la part de Kinshasa, en particulier pour essayer de s'attaquer à certaines des causes profondes de la façon dont ce conflit est devenu si grave au point de ramener la région à nouveau dans le chaos que nous avons vu dans les années 90. Et en particulier parce que, et encore une fois, je souligne les rapports de l'ONU qui sont. J'aime toujours quand toutes les parties contestent le rapport. Cela signifie qu'il est crédible. C'est correct parce que vous ne pointez pas d'un seul côté. Ouais. Par exemple, quand le gouvernement s'est effondré, si quelqu'un lisait de manière assez attentive et objective ce qui se passait en coulisses, c'était prévisible. C'était vraiment prévisible. Pour de nombreuses raisons. Je sais qu'il n'y avait pas de stratégie militaire. C'était juste une sorte de système peut-être allusif de l'élite de la RDC à Kinshasa et qui essaie encore de faire ce qui est correct. Mais de toute façon, monsieur, je suis optimiste. Je suis très optimiste. J'espère que le prince Kagame, Takedi, tous les efforts. J'ai vu la réunion à Doha, je pense. J'espère qu'ils l'ont lu quelque part. Mais surtout, je voudrais vraiment insister sur Washington, monsieur. Washington. La plupart de ces gars regardent le leadership de Washington. Ils regardent vers Washington, en particulier l'administration Trump, ce qu'ils vont faire. Nous avons le sommet du G20 qui approche en novembre. J'espère vraiment que l'administration Trump sera engagée. Je pense que cela ne fera pas bonne impression pour tous les dirigeants du monde d'être à Johannesburg ou au Cap, avec un désordre juste à côté. Donc, nous avons encore un peu de temps, je pense, pour faire ce que nous pouvons. D'une manière ou d'une autre, parvenir à une conclusion réussie dans ce sens. Merci, merci. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir voyagé dans la région. Dr. Jackson, j'ai suivi votre voyage de loin et je vous salue vraiment pour vous être rendu là-bas en cette période très difficile. J'ai aimé votre expression du Far East sauvage. Je pense que nous devons l'utiliser davantage. Tout d'abord, je dirais à votre question, docteur, vous savez, toute solution doit commencer par le fait que la RDC est la RDC. Il y a des discussions sur, vous savez, l'annexion de certaines parties, etc. La RDC est un pays souverain et doit le rester. Cela dit, je pense qu'il y a absolument la possibilité d'une relation symbiotique entre la RDC, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et d'autres pays. Nous avons décrit cela dans plusieurs articles que nous avons écrits lors de la dernière crise du MM23. Et je pense que cela a commencé à être suivi pour certains. Et puis, les gens ont été tentés par l'exploitation illicite, la contrebande et l'activité criminelle de tous côtés, vraiment. Vous avez souligné que les unités militaires de la RDC ont aidé et encouragé un groupe terroriste, le FDLR, et cela continue.
Donc toute relation, qui peut être symbiotique, doit être basée sur la transparence et la responsabilité. Ceux qui ont aidé et encouragé le MM23, ceux qui ont aidé et encouragé le FTLR, ils doivent être tenus responsables. Les États-Unis, ils se tournent vers les États-Unis. Vont-ils le faire ou non? L'Union européenne a en fait pris des mesures avancées par rapport à ce que nous avons fait. Mais l'administration Trump a, vous savez, sanctionné certains responsables rwandais dans le MM23, ce qui était très bien. C'était un bon début. Il doit y avoir un bien meilleur système pour tracer et auditer l'or et les autres minéraux critiques qui se trouvent à l'Est afin que ce soit beaucoup plus transparent pour que, vous savez, il puisse y avoir des installations de traitement du côté congolais et des installations de traitement du côté rwandais et que tout le monde soit très clair. Dans un cadre multipartite où il y a du réel, comme l'a dit Thierry, vous ne pouvez pas simplement faire confiance aux gens pour dire « Oh oui, bien sûr, c'est sans conflit ». Eh bien, devinez quoi? Ce n'est pas le cas. Nous devons donc avoir de véritables équipes de surveillance sur le terrain. Et la CIRGEL, je pense, est un bon mécanisme pour essayer de faire cela, mais nous avons besoin de plus de soutien pour ce système afin qu'il puisse être, vous savez, réellement fonctionnel. Je pense que le dernier point que je voudrais dire, c'est que, vous savez, nous avons besoin d'une gouvernance plus démocratique en RDC et ce n'est pas vraiment démocratique en ce moment. Et cela doit vraiment être réformé, amendé et modifié. Merci, monsieur. Comptez sur les caméras et les fonctions de sécurité du Kia Sportage. Il est plutôt coutumier du silence. Je crois qu'il aurait mieux valu pour lui de rester dans cette posture parce que ce qu'il a dit n'aurait jamais valu plus que son silence. Mais quoi qu'il en soit, c'est un dévoilement qui vient confirmer ce que le président de la République a dit depuis plusieurs mois. De toute évidence, dans des circonstances aussi graves, le premier mot qui devrait sortir de lui devrait être, à mon avis, deux mots de compassion, de solidarité et de condamnation de toutes les violences que subissent nos populations depuis les débuts de cette agression rwandaise. C'est ça le plus important, c'est ce qu'on aurait pu entendre de lui, parce que ce qui a été dit, c'est les reniements de tout ce que lui disait les auteurs du conflit actuel. Quoi qu'il en soit, nous travaillons plutôt à apporter des réponses sur ce que lui aurait pu régler à l'époque, mais cela ne l'a pas été, et nous sommes plutôt déterminés à nous assurer, aux côtés des populations congolaises, que nous apportons des solutions durables. Il est plutôt coutumier du silence.